Le Sailors Film Festival est de retour. Après une tournée 2022 qui a réuni plus de 4000 spectateurs dans 11 villes de France, l'édition 2023 du premier film de voile de compétition créé par Tip & Shaft voit plus grand avec 15 étapes de Lorient le 26 janvier au Grand Rex à Paris le 9 mars, en passant par Brest, Saint-Malo, Nantes, Rennes, Nice, Marseille, Montpellier, Lyon, Bordeaux, La Rochelle, Lille, Le Havre et Strasbourg. Au programme de la voile sur grand écran avec 4 films inédits exclusifs et la présence sur scène des stars de la discipline qui, entre chaque film, viendront raconter l'envers du décor. Pour toutes les informations et pour réserver vos places, rendez-vous sur le site de Tip & Shaft, tipandshaft.com et cliquez sur l'onglet Sailors Film Festival. Et ne tardez pas, puisque plusieurs dates sont déjà quasiment complètes. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéos à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 106e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 13 février. Il est exactement 18h28, je crois qu'il est 19h28 à Cape Town et nous allons revenir aujourd'hui sur la deuxième étape de The Ocean Race qui s'est terminée dimanche au Cap, à laquelle ont participé nos 2 invités du jour. Le premier à bord du bateau vainqueur Holcim PRB, il s'agit de Sam Goodchild. Salut Sam. Salut Axel. La seconde était On-Board Reporter ou Media Woman comme vous voulez sur Biotherm, l'IMOCA mené par Paul Meillat qui a pris la 2e place et c'est Anne Bauger. Salut Anne. Bonsoir Axel. Eh bien, avant de vous donner la parole, je vais faire d'abord un bref retour sur cette deuxième étape de The Ocean Race, 4600 milles exactement entre Mindelo au Cap-Vert et le Cap en Afrique du Sud. Une étape qui est partie le mercredi 26 janvier, dont le scénario aura été assez haletant jusqu'au bout, puisque les 3 premiers ont coupé la ligne dimanche en début d'après-midi, en moins d'une demi-heure, après un peu moins de 18 jours de course. La victoire est revenue, comme je vous le disais, comme sur la première étape entre Alicante et le Cap-Vert à Holcim PRB, qui a devancé de 16 minutes et 45 secondes Biotherm et de 25 minutes et 31 secondes Eleven Hour Racing Team. Malizia Sea Explorer a pris la 4e place, Guyot Environnement Team Europe a fermé la marche. Au classement général, après 2 étapes, Holcim PRB est en tête avec 10 points, devant Eleven Hour Racing 7 points, Biotherm 6 points, Malizia 5 points, et Guyot Environnement Team Europe 2 points. Voilà pour ce bref récapitulatif. Un petit mot déjà, Anne et Sam, comment on se sent un peu plus de 24 heures après en avoir terminé avec une étape qui visiblement a été particulièrement intense. On va commencer par toi, Anne. Écoute, ça va bien, on est bien arrivé et l'accueil des étapes Ocean Race est absolument incroyable. Je trouve qu'ils ont une manière d'organiser les courses d'accueillir là qui est très chouette, donc on se sent bien. Ouais, fatigué encore, je pense que la fatigue va diffuser encore un petit peu, mais on se sent très bien. Ouais, il y avait du monde hier à l'arrivée à Cape Town. Oui, il y avait pas mal de monde, c'est assez chaleureux, ils s'arrangent pour avoir de la musique, c'est entraînant, un nombre incroyable de caméras. J'ai l'impression qu'il y a un peu moins de monde qu'au Cap-Vert où là ils ont réussi le tour de force de remplir les pontons noirs de monde pour les arriver à des heures très tardives, genre à 2h du matin les pontons étaient pleins. Mais c'est festif et l'ambiance est chouette. Bon, et l'arrivée, j'imagine, sur le Cap avec Table Mountain en fond, ça reste toujours un moment magique. Ah, ça c'est absolument magnifique, magnifique de découvrir la côte. On l'a découverte assez tard en fait parce que il y avait de la zone de Môle là où on a été piégé pendant un petit bout de temps. Elle était très nuageuse et on a découvert la côte en étant très proche.
elle s'est dévoilée de ces nuages. Donc oui, c'est très très beau. C'est un relief magnifique. Bon, et toi, Sam, comment tu te sens 24 heures, un peu plus de 24 heures après cette belle victoire? Est-ce que tu es encore un petit peu en mer ou la transition de marin à terrien se fait vite? Ça se fait vite, mais j'ai presque un des moments les plus fatigants de la course parce que les dernières 24 heures c'était intense avec la molle, donc on n'a pas beaucoup dormi. Puis on arrive à terre, on ne fait plus nos siestes l'après-midi comme on a fait depuis 3 semaines. Et voilà, donc ça enchaîne vite avec toute l'équipe, équipe technique sont là, les navigants, la famille, et on en profite de tout ça. Donc on ne prend pas forcément le temps de faire de bonnes nuits de sommeil. Et c'est un des moments les plus fatigants, et ça commence à se calmer maintenant. Donc en bonne nuit de sommeil cette nuit, et ça repart en moins de 2 semaines. Donc il va falloir qu'on se repose rapidement. Anne, rapidement, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours, hein? Tu as fait du mini, du classe 40. Comment déjà tu es arrivé à la mer, à la navigation, et comment tu es arrivé aussi sur The Ocean Race? Oui, mon parcours, en fait, moi, originellement, je travaillais dans la mode et la publicité, et je pense que j'avais un gros besoin de sauvage, de liberté, d'aventure il y a 8 ans. Donc je me suis plongée dans la mer littéralement, et en fait un des moyens que j'ai trouvé pour commencer à naviguer, ça a été de troquer des images. J'ai fait des photos et des vidéos, et notamment pour quelques ministres à La Rochelle avec qui je suis devenue amie et qui petit à petit m'ont dit mais en fait c'est fait pour toi le mini, il faut que tu fasses ça. Et du mini, c'est enchaîné sur un projet classe 40 et à la suite de ça, j'ai eu de nouveau besoin de retrouver quelque chose de créatif et de refaire plus d'images. Donc depuis un an, je fais plus d'images et voilà, je suis arrivée à l'Ocean Race parce que Paul est venu m'a contacté pour y participer. Et ça m'a beaucoup plu en fait comme opportunité parce que c'est vraiment l'occasion d'abord de naviguer sur des bateaux magnifiques avec un équipage super et d'allier en quelque sorte les deux casquettes que j'ai grappillées au fur et à mesure. Et est-ce que tu y trouves pour l'instant ton compte? Je me souviens plus, tu étais sur la première étape déjà ou c'était ta première étape sur cette seconde? Non, j'ai fait le convoyage retour du bateau, donc ça m'a permis de bien appréhender ce bateau-là, son ergonomie, de travailler sur les systèmes à bord et d'anticiper ça. Par contre, j'ai pas fait la première étape. Donc là, je débarquais un petit peu sur la logistique et la technique, les contraintes Ocean Race qui sont assez particulières. Mais voilà, le bateau, je le connaissais un petit peu en revanche. Ouais, donc tu avais fait la convoyage retour de la route du Rhum, hein, c'est ça ce que tu disais? Exactement, ouais. 18 jours de convoyage entre Guadeloupe et Alicante. Bon, ben exactement, comme sur cette deuxième étape, 18 jours. Sam, toi, c'est, si je me trompe pas, ta première participation à The Ocean Race, ex-Volvo Ocean Race. Est-ce que toi, tu as postulé auprès de Kevin? C'est Kevin qui t'a appelé? Kevin, quand je parle de Kevin, c'est Kevin Escoffier, skipper Dolphin PRB. Donc c'est moi qui a postulé auprès de Kevin. Je savais qu'il montait équipage l'été dernier et on n'a jamais navigué ensemble. On s'est beaucoup croisés et on s'est mis en contact en début d'août, je crois, avant les vacances. Il m'a dit je prends mes vacances, je réfléchis, je reviens vers toi. Et voilà, il est revenu vers moi vers fin août. On a discuté en mois de septembre. On a navigué 1 fois ou 2 fois ensemble, tous les deux en préparant la route de Rome ensemble. Et puis ça s'est bien matché, on n'avait pas trop peur et ça commence bien notre Ocean Race, surtout avec Kevin qui a monté une très belle équipe, une très belle dynamique pour une préparation qui est très courte. Donc essayer d'optimiser au maximum ce qu'on a et pour l'instant ça commence bien. Bon, The Ocean Race est une course à l'origine très anglo-saxonne. Est-ce que toi, c'est une course qui a bercé tes rêves d'enfant? Est-ce que tu la suivais, comme je sais que Sam Davis, par exemple, la suivait bien? Est-ce que toi, c'est une course qui a été une référence pour toi? C'est sûr, dans le monde anglo-saxon, l'Ocean Race ou le Volvo Ocean Race, le Whitbread, c'est mythique, c'est une course qu'on suit quand tu es tout jeune, c'est le plus haut niveau, il n'y a pas plus haut que des Ocean Race. Si on fait des Ocean Race, ça nous met une étiquette de quelqu'un qui connaît la course au large. Donc oui, c'est quelque chose qu'on admire, des gens qui le font, je l'admire beaucoup, je les ai beaucoup suivis. Et c'est drôle le tournée que ça prend aujourd'hui, que c'est un peu
un mélange de monde anglo-saxon et France. La France et les courses au large en France, là où j'habite aujourd'hui. Donc, on trouve un peu les deux. Surtout avec Kevin qui a fait le 2 aussi. Il a fait beaucoup de courses au large en France, mais il a aussi fait le Volvo Ocean Race. Donc, c'est une belle mélange où il n'y a pas forcément tout le monde de la voile qui sont convaincus, mais moi, j'aime bien et c'est différent et c'est pas ce que c'était, mais c'est pas les courses au large solitaires ou double comme on connaît en France. C'est un mélange entre les deux et c'est hyper intéressant. Bon, finalement, tu es le parfait symbole de cette course entre ses origines anglo-saxonnes et ce monde français, ce monde de l'IMOCA français qui se rapproche de cette course. Un petit mot, Sam, tu courais l'année dernière en Ocean 50, tu as pris le départ de la route du Rhum. On sait que tu as eu un accident au départ de cette route du Rhum. Est-ce que tu peux rapidement revenir sur ce qui t'est arrivé et comment tu as récupéré? Est-ce que tu as eu des doutes sur ta participation à The Ocean Race à cause de cet accident? Bah oui, l'accident c'était pas prévu, c'est sûr. Donc quand c'est arrivé, j'étais très bien suivi, heureusement, avec plein de médecins qui m'ont aidé à voir jusqu'à où ça allait le problème, parce que dans un accident, on sait jamais si c'est plus qu'on ne voit de première vue. Et la bonne nouvelle, c'est que c'était moins grave que ça aurait pu être. Donc je tiens sur le positif, c'est que ça aurait pu être beaucoup moins grave. Et heureusement, j'ai pas pu faire la route de Rome, j'ai pas pu faire le convoyage retour avec Ulcim PRB comme c'était prévu pour s'entraîner. Mais je suis arrivé à Alicante un peu plus reposé que prévu, qui était le côté positif des choses. Donc voilà, j'étais en forme à partir du début d'année et c'était une préparation très courte pour l'Ocean Race, mais voilà, comme je te disais avant, Kevin, il a anticipé ça au maximum et ça nous a mis dans de bonnes conditions pour pouvoir apprendre le plus vite que possible le bateau qui est tout récent. Et toi, Anne, quand tu es arrivé à Alicante du moins, je sais pas si tu étais à Alicante du coup, si tu es arrivé directement au Cap-Vert ou si t'étais déjà à Alicante. Est-ce que l'équipage tu le connaissais un petit peu? Est-ce que vous aviez eu le temps de vivre un petit peu ensemble ou comme pour nombre d'équipes, ça a été un peu une préparation à l'arrache comme on dit? Alors pas du tout. En fait, donc j'ai pas pu être à Alicante et je découvrais l'équipage. En fait, j'avais un petit peu discuté avec Paul sur la façon dont il voyait le projet, l'Ocean Race en particulier avec lui, mais j'ai fait le convoyage retour sans lui. Et je ne connaissais Damien que de nom et Anthony que de nom. Et puis Amélie, en fait, avec Amélie, on a participé à la Mini Transat la même année, mais en étant chacune sur nos bateaux, donc en fait, on se connaissait pas très très bien. Et voilà, après, j'avais pas trop d'appréhension. Déjà, moi, je suis une petite souris qui est un peu à l'extérieur de l'équipage, et en plus, j'ai tout de suite senti qu'il y avait un bon mood à bord, donc voilà, ça s'est confirmé. Ouais, et du coup, il y avait effectivement pas d'appréhension au moment d'attaquer cette deuxième étape. On se dit pas, mais est-ce que je mérite ma place? Est-ce qu'on se pose des questions ou tu t'es tout de suite fondu dans cet équipage où effectivement, apparemment, il y avait un bon mood? Je saurais pas expliquer les raisons, mais j'ai l'impression que je me suis vite et bien fondue dans l'équipage. J'ai eu assez peu de temps au Cap-Vert, en fait. J'ai eu 3 jours pour appréhender tous les systèmes de communication embarquée, d'ergonomie, de finaliser mon poste de travail et de discussion avec l'organisation de l'Ocean Race. Donc ça, c'était vraiment court, je dois dire. Mais par la suite, ça s'est bien déroulé et voilà, c'était tout a été fluide, on va dire. Et puis après, je savais aussi que c'était une étape. C'est pas du tout comme attaquer l'étape du sud d'un coup. On part du Cap-Vert, c'est un peu de petit temps, c'est des alizés tranquillement. Ensuite, on entre dans le poteau noir. On n'est pas dans le dur de l'IMOCA immédiatement. Donc j'ai eu le temps de m'adapter. Bon, justement, on va dérouler maintenant le fil de cette deuxième étape. Donc, départ le 26 janvier de Mindelo au Cap-Vert. Sam, quelle était un peu la stratégie de ce début de course, avec notamment, j'imagine, en point de mire, d'abord le fameux poteau noir. Quelle était un peu votre feuille de route en quittant Mindelo?
En fait, on avait des alizés vraiment pas très forts et très nord. Donc, ça faisait plutôt que le reaching comme on est habitué. Après les Cap Verts, on est parti un peu plus serré et ça va assez vite vers la poteau noire. On est parti un avec le vent pas très fort et deux avec un angle pas idéal, donc avec plein de jibes. Donc déjà, il fallait négocier les îles de Cap Vert et les dévents qui vont avec. Et après, il a laissé trouver vers le sud. Et comme d'habitude, il faut décider est-ce qu'on veut faire de l'ouest pour passer une poteau noire moins large, mais avoir un angle plus serré en sortie, ou est-ce qu'on voulait passer dans l'est. Et cette choix des positions est-ouest, à quel moment on entre le poteau noir. Donc c'était essayer d'aller vite au portant VMG, qui était pas hyper simple parce qu'on est un des bateaux qui a pas de grand spi et c'était vraiment une condition parfaite pour le grand spi. Mais on est content d'avoir pu tenir la cadence. Et puis choisir à quel moment on entre dans le poteau noir pour traverser le plus vite que possible vers le sud. Tu dis pas de grand spi, parce que c'était justement une stratégie de votre part. Oui, on est limité en nombre de voiles. On a 8 voiles à bord, donc temps montant et grand voile inclus. Donc chaque bateau a des jeux de voile un peu différents. Et nous, on était obligé de prendre le choix de voile à Alicante pour la première étape et la deuxième étape parce qu'au Cap Vert, les règles c'était très strict de pouvoir rien embarquer ni débarquer des bords. Donc les voiles choisis à Alicante c'était des voiles pour jusqu'en Afrique du Sud. Et voilà, donc on est parti sans grand spi et il y a des moments où ça nous a manqué, il y a des moments où c'était un voile qu'on n'était pas obligé de mettre aussi. Ouais, du coup, oui, justement, vous avez été du coup un petit peu handicapé par le fait que les alizés étaient un peu plus nord que prévu, c'est ça? Oui, en partant d'Alicante, on se disait qu'il y a peu de chances qu'à partir des Cap Verts qu'on va faire beaucoup de VMG et encore moins en 10-12 nœuds. Et la pas de chance, c'est qu'on a fait que de VMG en 10-12 nœuds pendant 3 jours. Et voilà, c'est le jeu de la course au large. Anne, quelle était un peu aussi l'ambiance à bord au moment du départ de Mindelo du côté de Biotherm? Il y avait une stratégie en place, c'était un peu comme sur le Sim PRB, négocier d'abord cette descente et après le meilleur passage du poteau noir. Oui, je pense que, enfin, moi, je suis pas au courant de toutes les stratégies météo qui se sont passées à bord parce que à ce moment-là, les rôles de chacun sont un peu séparés. Donc, je n'étais pas au courant de tous leurs secrets et stratégies. Mais ce qui est sûr, c'est que après l'espèce de petit parcours de banane reaching qu'on a fait devant le Cap Vert, il a fallu orienter l'étrave des bateaux vers le sud et passer des vents des îles. Et là, on a vu tout de suite les voiles des uns et des autres, qui avaient un spi, qui en avait pas. Et donc, à partir de là, les choix des trajectoires ont été dictés par ces voiles. Donc, Biotherm avait choisi d'embarquer un spi et je crois que le bateau est assez léger, donc on était assez à l'aise dans ces conditions-là. Puis après, en effet, il y a eu le passage du poteau noir et j'ai eu l'impression que sur cette course, il y avait quand même plusieurs fois la question de est-ce qu'il faut couper le fromage ou pas et à quel point on peut se permettre de le couper. Donc pour le poteau noir, c'était le cas. Et voilà. Justement, Sam, quelle a été un peu votre réaction quand vous avez vu Guyot Environnement Team Europe qui s'est un peu démarqué de la flotte en choisissant une option très est dans le poteau noir? Est-ce que vous avez été tenté de faire la même chose? Quel a été un peu votre choix à ce moment-là? Honnêtement, quand ils ont parti par là, on n'y croyait pas. Donc chapeau à leur équipe, ils ont trouvé quelque chose qu'on n'a pas trouvé et voilà, ils sont sortis loin devant. Donc on n'y croyait pas. Après on regardait aussi pas mal des autres bateaux autour de nous et on n'avait pas envie très tôt dans la course de prendre des grands risques, donc restez pas trop loin des Biotherm à 11 Tower qui était le bateau à côté de nous parce que Guyot et Malaisie étaient pas en retraite à ce moment-là. On était un peu focalisé plus là-dessus que aller prendre une option plus extrême. Mais voilà, donc nous on est assez contents, ça s'est plutôt bien passé pour nous. Il y a Guyot qui a gagné très largement, ils sont partis de derrière très loin devant, mais on a fait quand même un poteau assez correct à garder notre place devant ou même doubler Levantara et Biotherm. Ça veut dire que d'un point de vue stratégique, vous calez quand même beaucoup sur vos concurrents? À ce moment-là, parce qu'on était très serré et les deux autres bateaux, ils étaient quand même plus loin derrière. Donc, essayer de marquer un bateau qui est 100 000 derrière, c'est
c'est quasiment impossible parce qu'il voit est-ce que vous entrez dans le poteau noir et après il décide ce qu'il fait, s'il suit ou s'il suit pas. Après, des bateaux qui sont plutôt à 5, 10, 15 000, bah, il y a beaucoup moins de marge de pouvoir attaquer d'un côté ou l'autre. Donc voilà, Malaisien et Guyot, on avait beaucoup moins de choix de pouvoir protéger ou faire attention qu'ils ne nous attaquaient pas trop. Par contre, à Levanera et Biotherm, on a pu dire, bah ok, on choisit si on est juste à gauche ou juste à droite d'eux, et puis voilà. Anne, à bord de Biotherm, comment s'est passé ce passage du poteau noir? Ça s'est passé. Alors, l'équipage était d'accord de dire qu'il y avait un vent d'ouest qui n'était pas du tout commun et classique dans le poteau noir. Et ça s'est passé avec pas mal de grains, un vent synoptique à 0, une nuit notamment où il y a une progression de 6000 seulement, donc c'est assez le moral est pas très très haut, c'est assez dur de retrouver les troupes le matin et de voir qu'ils ont progressé de 6000. Ensuite, je pense que dans leur choix, oui, comme dit Sam, à ce moment-là, c'est beaucoup de régates de marquage en fait. Presque plutôt que de situation générale. Je peux pas parler en termes de météo des choix stratégiques que l'équipage a fait, mais j'ai l'impression que à ce moment-là et plusieurs fois en tout cas dans cette étape-là, le marquage des autres était primordial sur certains choix. Ouais, tu me dis que tu peux pas parler des choix stratégiques. Tu es pas du tout associé à ça à bord. Est-ce que ils t'expliquent parfois leurs choix? Comment ça se passe? Raconte-nous. En fait, je les entends, la plupart des choix, je les entends, j'assiste, mais en ayant l'œil dans la caméra, je suis quand même focalisée sur où est-ce que je veux faire mon point, comment est-ce que je vais basculer sur le visage prochain, quand est-ce que je vais couper, et en fait, j'ai qu'une oreille vraiment, donc il y a plein de choses que je loupe. Je suis sûre qu'il y a des fois où je sais même pas où je suis sur l'eau, je sais sur quelle amure on est, mais quel jour de course et quels vont être le vent pour les jours à venir. Il y a des fois où je loupe complètement ces informations malgré le fait que je les écoute, je les entends toute la journée. C'est pour ça que je peux pas. Je pense qu'il y a dans la course, je l'ai vécu en termes d'émotions, les hauts, les bas, les enjeux, etc. Mais les choix qui ont été pris et les raisons, j'en manque une bonne partie. Justement, est-ce que tu peux, on fait un petit intermède sur ton rôle à bord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu une journée type d'une on-board reporter sur The Ocean Race? Alors sur l'Ocean Race, il y a une chose particulière, c'est que en fait l'organisation, elle attend de nous que nous livrions des images, des vidéos, une vidéo d'environ 1 minute à 8 heures UTC, et une deuxième vidéo qui est plus généraliste et qui montre, qui adopte plus un point de vue à 12 heures UTC, plus des photos entre 10 et 15. Et ça, c'est le minimum à livrer quotidiennement. Donc ça sous-entend de tourner toute la journée. Moi, j'avais trouvé un peu un rythme que j'ai modifié, adapté, mais globalement, c'était mon schéma. Donc de tourner toute la journée pour pouvoir avoir l'écart des uns des autres, de dérusher, éditer les images entre 22h et minuit, faire un premier montage jusqu'à 1h, dormir jusqu'à 4h, faire le deuxième montage jusqu'à 5-6 heures et dormir jusqu'à 9h. Et après, je recommençais la journée comme ça. Donc voilà, oui, le schéma type, c'est ça. Après, quand on se lève de nuit ou qu'on est réveillé par une manœuvre, on adapte, il faut rajouter des images, ça veut dire modifier le montage, refaire des copies, relivrer. Voilà le schéma. Ouais, donc c'est quand même des journées bien intenses. C'est quand même c'est bien rempli, oui. Et puis ce qui est excitant sur l'Ocean Race, c'est qu'en fait les images, on sent qu'elles sont attendues, qu'elles sont diffusées et qu'il faut faire vraiment vivre ce qui se passe à bord. Donc en fait plus on en fournit, il n'y a pas de limite. Il y a un minimum à fournir, mais il n'y a pas de maximum. Donc plus on en donne et plus à terre ça rendra la chose, on espère, intéressante, palpitante et vraie en fait. Donc voilà, il faut faut de l'énergie, il faut se mettre des objectifs et s'amuser avec ça.
Et est-ce qu'il y a des consignes éditoriales? Est-ce qu'il y a des choses que tu n'as pas le droit de montrer? Est-ce qu'on te demande de tourner de telle façon ou ou de telle autre? Est-ce qu'il y a des consignes précises de la part de l'organisation? Mais alors il n'y a pas de, tu vois, il y a comment dire, il y a des, ils ont des besoins. En fait, ils ont besoin d'un type de vidéo. Alors peut-être ça peut être un peu ennuyant pour ceux qui regardent à terme, mais il y a une vidéo. La première, ils en ont besoin pour diffuser aux télévisions, et donc ça sous-entend des plans d'un minimum de 10 secondes qu'ils appellent clean selling shot, et aussi des sound beats, alors des petites réactions des uns ou des autres qui permettent de placer une situation. Donc ça c'est la première, et puis après la deuxième vidéo, non, ça peut être un point de vue, ça peut être juste une manœuvre, toute une journée, une blague. Là c'est complètement ouvert, et je pense que ils sont curieux et ils laissent vraiment libre sur le ton en fait. Ils aiment bien, c'est intéressant d'avoir la vie à bord et d'avoir les enjeux, les émotions. C'est très libre. Sam, comment on vit avec une caméra en permanence, ou peut-être pas en permanence, parce que tu le disais, tu ne tournes pas toute la journée, toute la nuit. Anne, comment on vit avec cette personne qui vous suit, qui vous interroge toute la journée? On s'y fait rapidement ou parfois on n'a pas très envie de jouer le jeu? Comment toi tu vis avec ça? Honnêtement, après le Pro Sailing Tour, je me suis un peu habitué. Donc, il y a Anne Boger qui avait fait, et Anne qui avait fait avec nous une étape ou deux, je sais plus, mais en tout cas, on s'est habitué d'avoir un caméra qui nous suit vraiment toute la journée. Et donc, l'Ocean Race, on a trouvé moi, j'ai trouvé beaucoup plus tranquille, en tout cas, que, en fait, ils font des vidéos, mais c'est pas, l'idée, c'est de tout filmer 24/7, et on a quand même des moments où c'est un peu plus calme, et c'est pas à chaque fois qu'on bouge, on est filmé. Donc, voilà, ça reste quelqu'un qui fait partie de l'équipage. On est que 5 à bord, et on n'est pas, nous, sur notre bateau, on essaie de faire en sorte qu'on est 5 de la même équipe, et chacun a son travail, comme le skipper, le navigateur, le régleur de voile, le mediaman, ça fait partie des boulots, et on vit ensemble, on travaille ensemble. Donc c'est vraiment de faire en sorte qu'ils font partie de l'équipage. Et je pensais aussi qu'à ce moment-là, comme disait Anne, quand elles sont à l'aise dans l'équipe, je pense que c'est plus facile à faire notre travail. Donc ça c'est aussi pour le mediaman, l'OBR. Donc voilà, on s'habitue assez vite, et peut-être au tout début on fait un petit peu attention, et puis assez vite on oublie, et après il faut faire un peu le tri de ce qui peut envoyer à terre ou pas. Et qui sont les OBR à bord de le SimPRB? Donc nous on a eu Julien Champollion, je sais pas si j'ai prononcé ça bien, mais de Polarize, qui était avec nous sur la première étape. Sur le deuxième, on avait Georgia Schofield, qui est une Kiwi, une Nouvelle-Zélandaise. Et ben nous on voit, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'il prend des images, et on voit des images toute la journée, et on voit quasiment rien avant. Mais en tout cas, le retour de terre de famille et de l'équipe, c'est que c'était hyper bien, hyper intéressant, et pas du tout le même style de deux. Et voilà, donc ces deux personnes vont tourner. La prochaine, ça va être Julien encore pour la mer du Sud, et puis pour le quatrième, je pense que c'est Georgia qui revient. Donc voilà, ces deux personnes-là, et je pense que c'est hyper intéressant. En tout cas, le retour qu'on a de terre, c'est que c'est hyper intéressant de voir ce qui se passe à bord, et de deux œils complètement différents entre Julien et Georgia. Et vous, sur Biotherm, Anne, vous tourner à plusieurs également là sur l'intégralité du Tour du Monde? Oui, tout à fait. Nous, ça sera un peu le même principe en fait. Donc, à part la première étape où c'est Ming Hao qui l'a faite, moi j'ai fait la deuxième, et c'est Ronan Gladu qui prend le relais sur l'étape du Sud. Et ensuite, on va faire une étape sur deux. Je rejoins le bateau à Itajaï, et on se relaie de cette façon. Bon, on va revenir sur le déroulé de notre étape. Donc, vous sortez du poteau noir avec avantage à Guyot Environnement, Team Europe qui est passé à l'est. En général, après le poteau noir, il y a un grand bord de reaching vers le Brésil. Sam, sur ce grand bord, est-ce que c'est une sorte de speed test pour vous entre les bateaux? Est-ce que vous passez votre temps à comparer les vitesses? C'est sûr, sur un côté, c'est un speed test, on fait que ça, on va vite, on essaie d'aller le plus vite possible, on regarde les autres, et puis c'est aussi un grand moment de stratégie. C'est un peu à partir de là, on commence à voir la traversée, à quel moment on va tourner à gauche, entre guillemets, et on commence à regarder beaucoup, et regarde les autres, comment on veut se positionner pour la suite, pour
pour quelle dépression on va prendre pour traverser l'Atlantique Sud. Donc, il y a une partie qui est vraiment juste, on essaie d'aller le plus vite possible pour rester devant les copains ou rattraper celui qui sont devant. Et puis une autre partie où il y a beaucoup de discussions stratégiques de quelle est la suite et comment on va pouvoir traverser et choper le vent de mer du Sud. Et justement, alors quelles sont les réflexions stratégiques à ce moment-là de la course? Est-ce que vous êtes tenté, comme disait Anne tout à l'heure, de couper le fromage? Est-ce que au contraire, quand on dit couper le fromage, c'est couper le fromage dans l'anticyclone de Sainte-Hélène, ou au contraire, on préfère pas prendre de risques en faisant le grand tour? Quelles étaient les options pour vous? Est-ce qu'il y avait des options, ou est-ce que vous aviez une stratégie très claire en tête? Oui, il avait des options. Après, tout le monde a pris à peu près les mêmes options. Et après, c'est vraiment ces questions de couper le fromage. On a vu que les Guyot, ils ont coupé le fromage au Potenois, ça s'est très bien passé. Et puis, ils ont recoupé le fromage après, et ça s'est, malheureusement, pour eux, moins bien passé. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, quand on est au niveau des Tajaï, au niveau de Rio et ouais, Itajaï aussi, on fait de sud-ouest, on fait de moitié-nœud en VMG, en pointe dans la direction opposé complètement de là où on veut y aller. C'est un peu contre-intuitif, et on apprend toujours quand on fait des Figaro, si on a doute, on va tout droit. Et là, on fait route inverse. Donc voilà, ça fait un peu de mal, mais il y a un moment donné, il faut pas être trop gourmand, il faut pas couper le fromage et rester bloqué dans la molle. Et Guyot, nous ont montré que même si c'est dur mentalement, ça vaut le coup d'aller chercher le vent. Ouais. Anne, comment s'est passé ce premier grand bord de reaching à bord de Biotherm pour toi? J'imagine que c'était un peu, même si tu avais fait le convoyage retour de Guadeloupe, mais c'est un peu l'apprentissage des grandes vitesses et de l'inconfort sur ces bateaux-là. Oui, en fait sur le convoyage retour de Guadeloupe, on s'était approché fort de la dépression sous les Açores. On a vu énormément de vent et beaucoup de houle. Donc on avait un bateau, on a été très peu toilé et un bateau très on-off. Et c'est vrai que j'étais assez excitée, enthousiaste de découvrir le bateau en mode course, c'est-à-dire à fond tout le temps. Et j'ai pas été déçue, hein, quand ça passe au-dessus d'une certaine vitesse, ça ne redescend plus. Et en fait, c'est une fois que ça a démarré, voilà, ça s'arrête plus. Donc il faut se cogner, se tenir tout le temps, être prêt aux décélérations, dormir avec les pieds en avant, être gainé, genoux fléchis, et se tenir à tout. Mais c'est super, hein, c'est vraiment une sensation de vol. Des fois on est sur un coussin là, au reaching, le bateau mouille très peu, c'est complètement magique. C'est plus dur, mais c'est intense, et oui, c'est magique. Et puis c'était aussi le moment où on sortait un peu de la chaleur, et on a eu quand même, Sam pourra certainement le dire aussi, mais je pense qu'on a eu extrêmement chaud pendant longtemps. Et donc là, on avait aussi l'impression de revivre, tant par la vitesse que par la température. Quand tu parles de vitesse, est-ce que tu as en mémoire des pointes de vitesse en particulier pendant cette étape? Oui, je me souviens Anthony avoir dit 37 nœuds. Donc oui, à partir de 30 nœuds, le bateau commence à siffloter, comme dit Paul. Donc on peut dire siffler complètement. Avant ça, il est plutôt silencieux. Mais oui, 37 nœuds, c'est fou. Après, je trouve que, je sais pas si j'ai pas fait beaucoup d'IMOCA sur foil avant, mais j'ai l'impression que les bateaux retombent globalement, la retombée du foil se passe pas trop mal en fait. Ce qui est un peu délicat à gérer au niveau équilibre, et surtout moi avec une main en moins avec la caméra, c'est les grosses décélérations. Mais une fois que le bateau est lancé et qu'il n'y a pas trop de plantés, la gestion de l'équilibre haut bas, en vol, pas en vol, elle est pas si violente. On s'habitue à tout, hein, peut-être. Ouais, j'allais justement te poser la question. Effectivement, quand on a une caméra en main ou quand on doit faire du montage sur son ordinateur, ça doit pas être très évident. Non, la caméra c'est pas facile en effet, parce que avoir une main en moins, ça enlève des appuis. Après, j'étais pas la seule à avoir une main en moins sur le bateau, puisque Damien s'en sort merveilleusement mieux.
Mais oui, et puis le montage, il faut être calé dans son pouf, tendu sur ses jambes, et puis voilà, essayer d'arriver à cliquer. Moi, je travaille sur un iPad et il fallait essayer d'arriver à cliquer sur l'écran au bon endroit, au bon moment, sans que ce soit l'écran qui clique sur le doigt. Mais voilà, ça s'est fait malgré tout. Sam, vous finissez donc le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène. Vous êtes très proche de vos concurrents, hein, de Biotherm, d'Eleven Saur et même de Malizia qui va petit à petit revenir au contact. Il vous reste encore un bout de route jusqu'à Cape Town. Quelle est un peu la stratégie à ce moment-là? Comment vous voyez la route devant vous? Là, quand on a chopé la première dépression, c'était de faire la route vers l'est le plus rapidement possible, donc on est vent portant. Et puis il avait le choix à un moment donné, la question se posait, la route un peu plus nord, mais assez rapidement ça s'est fermé. Et on avait une route qui était vraiment au sud et où il fallait éviter la molle qui s'est créée au milieu de l'anticyclone de Sainte-Hélène qui était très sud. Donc il fallait aller choper une deuxième dépression plutôt australe vers le Porte de Glace. Donc on est tous allés plonger en tribord après le passage de front vers le Porte de Glace pour choper une deuxième dépression qui nous emmenait vers l'Afrique du Sud. Donc c'était finalement la question, c'est de choix extrêmes, c'est pas trop posé. À un moment donné, c'était une option et puis finalement c'était juste des trajectoires à optimiser autour de passage de front et à quel moment on prenait pour optimiser le mieux les bascules de vent. Bon, c'est à ce moment-là aussi que vous avez commencé à accélérer fortement. Est-ce que comme le disait Anne tout à l'heure, vous avez aussi dépassé les 35 nœuds et vous avez fait des journées à plus de 500 000? Est-ce que tu te souviens de pointes de vitesse ou même de grosses journées en termes de vitesse sur cette tronçon de la course? J'ai pas trop de souvenirs. On n'a pas les pointes de vitesse. On a 3 personnes à bord qui sont fait de l'ultime depuis quelques années. Donc les vitesses de pointe, on regarde pas trop à Monaco. Vous êtes blasé. On est un peu blasé, mais on cherche des vitesses de moyens. Et en fait, moi, ce que je rappelle, c'est que ces bateaux-là, c'est vraiment apprendre à contrôler la bête parce que ils sont tellement de puissance et tellement d'envie d'accélérer qu'il faut vraiment maîtriser les choix de voile, le réglage de voile, le réglage de feuille, le réglage de tout. Pour l'ensemble de bateaux, il a des moyens élevés sans accélérer à 35 nœuds et puis planter à 15 et puis refaire la même chose sur le vague d'après. Et sur la première dépression notamment, il avait un houle qui était vraiment dans l'axe du bateau, qui était très très courte. Et c'est là où on dit, en fait, on a le pouvoir d'aller à 40 nœuds, mais les vagues, ils nous arrêtent à 20. Donc il faut trouver comment faire 20 tout le temps plutôt que faire de yo-yo à monter et descendre. Ouais, toi, tu as effectivement fait de l'ultime, notamment avec Thomas Coville sur ce Debo Ultime 3. Est-ce que c'est beaucoup plus inconfortable un IMOCA à haute vitesse qu'un ultime à haute vitesse? Oui, beaucoup plus inconfortable parce que les ultimes, finalement, je dis pas qu'ils sont confortables, mais ils sont très très grands. Et les vagues, ils restent quand même de même taille. Donc, c'est un plus petit bateau, c'est pas pareil. Après, je dirais que c'est pas le même mouvement, mais l'Ocean 50, le 50 pieds, ils sont aussi très peu confortables dans la grosse mer parce que c'est des petits bateaux qu'il faut faire gîter pour faire avancer. Et donc, c'est plus comparable avec un Ocean 50 qu'avec un ultime qui sont quand même de plus en plus gérables dans les vagues. Comment vous étiez organisé, vous, à bord de l'Ultime PRB? J'imagine que c'est un peu la même organisation sur tous les IMOCA. C'est un fonctionnement en quart. Comment vous vous répartissiez? Et toi, tu avais un rôle précis à bord, en dehors de faire avancer le bateau le plus vite possible? Donc, on tournait. Donc, on avait 4 personnes qui tournaient. Donc, il avait toujours 2 personnes sur le pont et une personne en stand-by. Donc, quand c'était plutôt calme, cette personne stand-by pouvait se reposer ou manger ou travailler un peu sur le bateau. Et puis, on avait une heure et demie aussi où on pouvait dormir. Donc, on tournait pas mal. On avait Kevin qui est le skipper qui connaît quand même beaucoup, beaucoup mieux le bateau que nous tous parce notre équipe, il s'est monté il y a 6 semaines. Et donc lui, il chapeaute un peu tout. Il y a
Tom Laperche qui travaille notamment sur la météo. Donc, lui, il a un système de cas où il a un peu plus de temps pour passer de temps à la table à carte et regarder les fichiers météo, même si on regarde tous et on discute tous ensemble. Que d'autres. Et puis Kevin aussi, il a de temps pour pouvoir gérer d'autres sujets et garder vraiment un œil sur le global bateau. Et puis toutes les décisions finales sont quand même prises par Kevin. Et puis moi, j'essaie de passer plus de temps à faire avancer le bateau. Et avec Sani aussi qui a fait beaucoup de petits bateaux mais qui est tout nouveau dans les grands bateaux. Elle apprend rapidement, mais on avait un travail qui était vraiment juste focalisé sur faire marcher le bateau tout le temps, sans tourner au quart, de faire en sorte que au moins la vitesse était correcte et même si Tom et Kevin travaillaient là-dessus aussi, mais on voulait le libérer le plus de temps que possible pour regarder bien la navigation. Sani, c'est Suzanne Boyk, l'Allemande, qui arrive de la voile olympique et qui a fait du Figaro aussi l'année dernière. Vous, en sortant donc en allant flirter avec la zone de glace, vous empannez, vous faites cap maintenant vers Cape Town. Vous êtes toujours aussi proches les uns des autres. Est-ce que à bord de Biotherm, Anne, tu commences à sentir un petit peu la pression monter? Est-ce que il y avait vraiment peu d'écart entre les bateaux? Comment se comporte l'équipage, comment vit l'équipage à environ 1500 et 1000 milles de l'arrivée au Cap? Quand on fait l'empannage vers le sud, il commence à faire froid. On a juste un petit aperçu de ce que le sud peut être. Et Biotherm est un peu derrière, je sais plus combien de milles, mais il me semble que c'est presque une centaine quand même. On avait accumulé pas mal de retard sur la descente. Donc la question de couper le fromage s'est posée, de gérer l'empannage plus ou moins sud, et ensuite de regarder où vont se positionner Holcim et Eleven et Malaysia pour le passage de la dorsale qui s'est installée devant. Mais on est plus ils sont plus dans une position, on va dire un petit peu derrière à regarder et choisir le meilleur angle pour l'arrivée. Et à bord de le type PRB, est-ce que vous regardez, vous êtes donc très proche, Sam, avec Eleven Saur et Malizia. Est-ce que vous regardez aussi dans le rétroviseur? Effectivement, on a vu que sur la fin de course, il y a eu du coupage de fromage entre guillemets, pour reprendre encore cette expression, notamment de la part de Guyot, un petit peu moins de la part de Biotherm. Est-ce que vous avez eu peur à un moment que ces deux bateaux, en tout cas c'est ce qui est arrivé pour Biotherm, mais aussi est-ce que vous avez eu peur que Guyot Environnement finalement rafle la mise avec son option? En fait, il y avait un moment donné, à 3 jours d'arrivée, je pense, on avait fait un outage pour tous les bateaux et toute la flotte arrivait avec 5 minutes d'écart. Parce qu'en fait, on butait tous dans le même mole, on passait tous au même endroit et puis, vu qu'on partait au même endroit, on arrivait au même temps. Donc, c'est sûr, on regardait beaucoup les autres, les fichiers météo n'étaient pas du tout d'accord de ce qu'il fallait faire et comment il fallait aborder la mole. Donc, on regarde les fichiers météo à chaque mise à jour de fichiers. On regardait, est-ce qu'ils sont d'accord? Est-ce qu'on va au même endroit? Une journée, ils étaient d'accord de aller au sud. L'autre jour, ils étaient plus du tout d'accord. Ça changeait régulièrement. Et je pense que honnêtement, on a parlé un petit peu avec les autres, c'est que je pense que tout le monde se regardait en disant, dans tous les cas, on va pas s'écarter très très loin des autres. Et puis, en espérant que d'ici là, ça se clarifie un petit peu. Et voilà, ça c'est heureusement pour nous, Guyot, ils sont pas revenus, mais à un moment donné, on croyait que ça allait finir tous ensemble dans un mole, et un nouveau départ où c'était presque pour 4 sur 5 bateaux, mais pas le 5e. Bon, alors raconte-nous maintenant un petit peu où s'est faite la différence sur la fin, hein. Vous terminez, comme je disais en introduction, les 3 premiers bateaux en 25 minutes. Comment s'est faite la différence entre vous trois? Donc ça c'est tout joué dans la dernière journée, nuit, les dernières 24 heures en tout cas. Donc il y avait un passage de dorsale à faire. Nous on s'est trouvé je sais pas 3 longueurs de 11th hour à faire un speed test en bâbord mieux en portant. Il fallait choisir le moment d'empanner. Est-ce qu'on empanne tôt, on coupe le fromage, ou est-ce qu'on vise Cape Town, ou est-ce qu'on empanne tard, on garde le vent.
À l'extérieur, il y avait Biotherm qui avait plus de vent. Avec leur grand speed, ils allaient vite et bas. Et à un moment donné, on en panne tous les deux, Elementor et nous. Et puis, on regarde les Biotherm qui sont 3 nœuds moins vite et ils nous visent. On dit, ouais, super, OK, au moins on n'est que de bateaux jusqu'à l'arrivée. Et en fait, la nuit, comme d'habitude, c'est l'air d'être tout droit jusqu'à l'arrivée. Il faut juste aller vite et pas trop réfléchir. Et c'était pas du tout ça. Donc, il y a Biotherm qui sont passés toute la nuit à 25 nœuds à nous doubler sous le vent. Ils sont revenus devant. Et Eleven, qui était censé être le bateau le mieux placé à sortir devant et prendre le vent en premier, qui sont finalement pas avancés tant que ça. Et on s'est trouvé au petit matin dans la molle complètement pas de vent, à avancer sur les petits réseaux qui arrivaient avec une houle résiduelle qui était quand même un peu important, qui faisait flapper les voiles et il y avait pas 3 bateaux en même temps dans le même vent, donc à faire à mesure, il y a un qui avançait, donc on s'est énervé parce qu'on n'avançait pas, et puis 30 minutes plus tard c'est l'autre qui s'est arrêté, c'est nous qui avançait. Et puis, honnêtement, à chaque moment, il y a un bateau qui était devant et heureusement pour nous, on a eu notre moment devant juste quand le vent il est entré et on a pu garder ça jusqu'à l'arrivée. Mais il faut le dire que les dernières 24 heures, il avait une bonne partie de chance là-dedans et on s'est battu comme des fous, comme les autres et on s'est trouvé à glisser dans le bon molle, dans le bon petit risé au bon endroit qui nous a fait échapper les 2 autres. Anne, raconte-nous comment était l'ambiance à bord sur ces 24 dernières heures, justement, parce que, comme disait Sam, au départ, vous étiez un petit peu décroché derrière, vous êtes revenu comme une balle sur la tête de flotte. Il y a un moment où il y avait une sorte d'euphorie à bord du bateau. Oui, complètement. Ouais, l'euphorie est revenue et c'est super d'entendre l'histoire du point de vue de Sam sur Holcim, parce que là, je pense qu'à ce moment-là, la guerre était quand même à son paroxysme. Biotherm, enfin Anthony, il a beaucoup, enfin je pense que tout le monde passait du temps sur la météo, mais alors c'était un casse-tête. Il y avait, comme disait Sam, les 2 fichiers européens et GFS qui étaient pas d'accord, et quand enfin ils se sont alignés, le choix de plaçage de l'empannage s'est fait. Mais c'était déjà tard puisqu'on était déjà les 2-3 bateaux à vue dans la dorsale. Et ensuite, oui, c'était la loterie des nuages. Biotherm en panne, ils pensent faire un cap tout droit vers l'arrivée avec un bon angle. Ils sont plutôt contents de leur positionnement. Et là, il y a un gros nuage gris et les autres redécollent et ça fait accordéon comme ça. Donc pour les nerfs, c'est très usant. Je pense on fait une bonne nuit assez rapide. Là, c'était assez magique à 25 nœuds, facile et rapide. Et puis tout le monde rebute. Dans la molle à 40 000 de l'arrivée, 40 ou 50 000. D'ailleurs, c'était étonnant. L'eau devient très très grise, brune, chargée de plancton, sûrement. Il y avait beaucoup d'oiseaux, une faune incroyable, des phoques. On pensait que c'était des bouts de bois au début, mais il y avait des phoques partout qui se prélassaient dans l'eau sans vent. Et oui, ensuite c'est la distribution des risées. Biotherm a une voile plate, mais je pense qu'elle est moins grande que celle d'Holcim et celle d'Eleven Hour. Donc entre la phase petite voile plate ou grand spi, il y a assez de vent pour la porter et glisser. Les choix sont difficiles, puis les manœuvres elles coûtent assez cher dans ce moment-là où il faut arriver à avoir un tout petit peu d'air pour décoller et garder son vent apparent. Donc oui, c'était tendu à bord. Ils avancent pas. Une lecture constante des adversaires. Et puis ça s'est joué d'ailleurs pour Biotherm jusqu'à l'arrivée, parce que Eleven coupe la ligne juste derrière. Je crois que c'est 5 minutes après. Et entre les cargos, là, les empannages à la côte, il y avait encore des coups à jouer ou des erreurs à ne pas faire. Dans ces cas-là, les 24 dernières heures, c'est tout le monde sur le pont, tout le monde est pris par l'excitation de l'arrivée, ou à bord on reste dans un rythme de quart. Pour nous, c'était variable. Il y avait Damien qui était pris par l'excitation de l'arrivée. On pensait en plus qu'on allait globalement franchir la dernière molle assez rapidement, et puis elle s'éternisait, donc ça commençait à tirer. Et puis tout le monde a finalement vu qu'il fallait avoir son petit moment de micro-repos, micro-sieste ou plusieurs micro-siestes avant pour arriver à gérer jusqu'à la fin, parce qu'elle allait jusqu'au bout, elle allait demander de l'énergie et de l'attention. Mais oui, c'était usant pour les nerfs, ouais, complètement.
Et à l'arrivée, donc une belle deuxième place. J'imagine qu'il y a quand même beaucoup de satisfaction. Est-ce que toi, tu as le temps de partager ces émotions avec l'équipage ou est-ce que tu es concentré justement sur le fait de devoir prendre en image toutes ces émotions? Moi, dans la mole, il y a quelques moments où j'avais la caméra. Bon, dans la mole, les choses se passent, mais certaines se passent plus lentement. Donc, j'ai le temps de poser la caméra, de me mettre sous le vent, de regarder sous le speed, de regarder les autres concurrents, d'observer un peu plus l'eau. Et puis, dès que ça repart, il faut avoir l'œil dans l'œilleton. Et là, du coup, non, là, je suis concentrée dans ce que je capture plutôt quoi. Je partage après. Sam, est-ce que l'excitation aussi, j'imagine, à bord de Holcim PRB devait aussi battre son plein sur ces dernières 24 heures. Là aussi, c'est tout le monde. C'est difficile de dormir dans ces conditions ou avec l'expérience qu'il y a quand même à bord, vous prenez le temps d'aller vous reposer un petit peu. Non, et en fait, assez vite, la veille, on s'est dit, la veille, le soir avant de l'arrivée, on a dit que là, le système de quart c'est fini, c'est tout le monde sur le pont, sur chaque manœuvre et on prend pas de risque parce que ça se joue ici. C'était très clairement ça. Donc, on a chacun pris son moment de se reposer, mais on n'a pas tenu le même système de quart qu'avant. On s'est écouté tous à quel moment qui était fatigué, qui avait dormi en dernier. Et on bossait vraiment la perf et on travaillait au maximum parce qu'on savait que le classement, ça jouait même avec les Malaysiens qui revenaient fort. On pouvait être premier ou quatrième assez rapidement avec un mauvais choix. Donc voilà, c'était vraiment tout le monde sur le pont et je sais pas si c'est ça qui a fait la défense, mais en tout cas, le résultat est là. Bon, le résultat, c'est une deuxième victoire en 2 étapes. Vous êtes du coup forcément premier au classement général après ces 2 étapes. Est-ce que on peut dire du coup maintenant que c'est Holcim PRB le favori de The Ocean Race, Sam? Moi, j'aime pas ces étiquettes de février parce que surtout quand si tu suis l'étape dans la détail, il y a quand même chaque bateau qui a ses points forts. Il y a Malaysia qui a transpercé la flotte comme des balles une fois qu'on était dans le vent portant avec la mer. Ils sont allés à vitesse où nous on y rêvait. Il y a Levantera eux qui peuvent pas depuis le plus longtemps. Ils sont jamais lents. Ils ont cassé une voile importante sur la première étape. Sur celui-là, ça aurait pu passer que point de victoire aussi. Et ils sont jamais lents. Ils sont un bateau qui est très complète avec un jeu de voile qu'il connaît par cœur. Et surtout dans le moment de transition, il connaît les réglages. Donc, il sait trop vite la vitesse et il décolle rapidement. Et nous, on essaie de rattraper derrière et trouver ce qu'il faut pour aller vite. Biotherm, ils ont eu de très bons moments aussi. Ils sont arrivés dans le poteau noir en premier. Ils sont fait cette dernière uni à 25 nœuds quand nous on n'arrivait pas. Donc voilà, c'est chaque bateau et Guyot, ils sont passés une bonne partie de la course en tête quand même. Donc il y a quand même tout le monde a sa carte à jouer et nous, c'est sûr que sur le classement c'est joli, mais la prochaine étape c'est double point, donc ça vaut autant que ce qu'on a fait déjà. Le Transat Retour c'est double point, donc il reste beaucoup de points à jouer. Et s'il y a quelqu'un qui sait très bien que t'as pas besoin de gagner une étape pour gagner l'Ocean Race, c'est Kevin Escoffier, parce que l'Ocean Race il y a 5 ans ils ont gagné et sans gagner une étape jusqu'à l'arrivée. Ouais. Donc voilà, c'est plutôt un bon moyen que gagner toutes les étapes. Il y a effectivement une longue étape, hein, c'est un peu le plat de résistance de The Ocean Race, la prochaine étape qui part 26 février si je me trompe pas, étape de 12 750 milles entre Cape Town et Itajaí au Brésil. Justement, quand tu vois un petit peu les performances des bateaux sur ces 2 premières étapes, est-ce que selon toi il y a un bateau qui peut être plus favorisé par rapport aux autres sur cette étape qui va se faire majoritairement au portant? Ça dépend beaucoup des conditions, mais si on va parler des conditions devant les Globes 2020, où traverser l'Indien l'Indien était vraiment pas simple avec la mer très courte. Je mettrais un billet pour Malaysia. Et puis, Elementary, il sera jamais très loin et nous, on progresse tous les jours. À chaque nave qu'on fait, on va apprendre mieux comment s'en servir de notre bateau.
On a une bonne dynamique à bord pour progresser, pour apprendre. Et Kevin, il a mis un système en place où en fait, tout le monde est écouté. On est très ouvert pour essayer des choses. On n'est pas bloqué. Et encore moins quand ça va pas vite. Donc voilà, Paul et ces bateaux-là, c'est quand même le même que Linked Out. Et Paul, il a une expérience hyper importante en IMOCA avec Damien et je sais pas qui est son équipe pour le Mer du Sud, mais avec Anthony. Donc, mais en tout cas, ils ont une expérience de fou. Donc je le vois pas être largué. Et voilà, donc et Guyot évidemment, il prépare cette Ocean Race depuis longtemps aussi. Donc et sur une étape qui fait 13 000 milles, les caisses techniques, je pense que ça peut vite entrer en jeu. Même si c'est pas en abondance, ça peut être quelque chose qui a une foil cassée pour qu'on marche que sur un bord, quelque chose qui handicape le bateau. Donc honnêtement, c'est une étape qui est très 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 longue et il faut garder la performance jusqu'au bout. Donc pour moi, c'est hyper ouvert et nous on n'attaque pas cette étape en disant on a gagné 2, le troisième c'est la nôtre. On attaque comme la première en disant on a plein de choses à prendre, il faut donner notre meilleur et on verra ce qui se passe d'ici 5 semaines parce que ça va être une grosse étape. Vous gardez la même configuration d'équipage à bord de Simperbe? Oui. D'accord. Donc Kevin, toi, Suzanne Boyke et Tom Laperche, c'est ça? C'est ça le programme. Ouais. Et à bord de Biotherm, est-ce qu'il y a du changement prévu sur la troisième étape, Anne? Oui, il y a Amélie qui se stoppe du coup à Cape Town et c'est Sam Davis qui va faire l'étape 3, celle du sud. D'accord. Toi, Anne, est-ce que à l'escale là, est-ce que tu vas avoir le temps de profiter un petit peu des charmes des environs de Cape Town, de la route des vins et autres belles plages autour de Cape Town, ou justement tu as encore un programme chargé, tu as d'autres contraintes via l'organisation de rendre des contenus? J'ai un petit peu de contraintes. Il faut faire le débrief avec l'Ocean Race, des articles, quelques photos à trier, mais c'est globalement libre. Donc je vais avoir un petit peu de temps pour profiter. J'étais déjà venue ici il y a 10 ans et j'aime beaucoup la lumière. C'est vraiment très beau. Donc je vais apprécier un petit peu et puis finir le traitement des images une fois rentrée en Bretagne. Et toi, Sam, est-ce qu'il va y avoir quand même un petit peu de repos au programme ou on se reconcentre vite sur l'étape 3? Non, on a quelques jours de repos et j'ai une petite fille qui a 7 mois qui est ici et en un mois, elle a poussé dedans, elle apprend à déplacer. Donc, je vais en profiter au maximum de ma femme et ma petite fille pendant les quelques jours à suivre. Et puis, à partir du week-end prochain, ça réattaque pour préparer la grande étape du Sud. Un petit mot, tu parlais de casse technique tout à l'heure. Est-ce que sur cette étape, il y a eu de la casse à bord de Simperbe? Ou est-ce que le bateau après 2 étapes est plutôt en bonne forme? Nous, on est plutôt en bonne forme. Il y a toujours ça reste un bateau, hein, il va toujours avoir des choses à faire. Mais de manière générale, pour l'instant, le bilan n'est pas encore fini aussi parce que l'équipe, ils sont en train de démonter le bateau, mais c'est très positif. On n'était pas impacté sur la performance, donc on est très content. Et il y a un bon bilan à faire. Il y a une job list bien remplie pour l'équipe, dans les 2 prochaines semaines pour repartir dans le Mer du Sud, mais on est plutôt content du bateau et le côté technique, honnêtement, il super travaille l'équipe. Quand tu imagines le bateau était mis à l'eau cet été et tout ce qu'ils ont fait depuis, c'est impressionnant qu'on arrive ici en cet état-là et ça donne confiance pour le Sud. Sam, je ne sais pas si tu peux en parler aujourd'hui, mais on entend beaucoup dire que tu vas avoir un projet pour le prochain Vendée Globe. Est-ce que dans cette perspective-là, tout ce que tu fais sur The Ocean Race, c'est un apprentissage accéléré? Comment tu vois un petit peu, comment tu vois ça? Oui, on a annoncé juste avant le départ que je vais faire le prochain Vendée Globe. Donc ça, c'est génial. On n'a pas encore sorti beaucoup de détails parce que c'est en calage, mais ça va arriver rapidement. Mais c'est sûr, dans l'objectif de faire le prochain Vendée Globe, de pouvoir naviguer avec ces bateaux-là, avec cet équipage-là, dans le Mer du Sud à 2 ans de Vendée Globe, c'est génial. J'apprends énormément. Même ce type de bateau, j'en ai très très peu navigué dessus. Donc à gérer les foils, les choix de voile, les mecs qui sont quand même prendre un petit gestion et tout ce qui va avec, c'est génial. Donc
Pour moi, par rapport à ce que je vais faire par la suite, je pourrais pas imaginer mieux comme préparation, même si ça va être un peu fatigant avec une année bien chargée, avec les mises à l'eau de notre bateau dans les prochains mois, et puis un circuit IMOCA à suivre avec une Jack Vab et le Transat Retour et les 2 Transats en début 2024. Je risque pas de me beaucoup reposer, mais je suis bien entouré pour faire ça au mieux. Bon, donc l'annonce va être faite prochainement. Il va y avoir une officialisation du projet. Oui, il y a des nouvelles qui arrivent très rapidement. C'est en très bonne voie et on attend juste qu'elle ait des détails avec tous les parties prenantes pour annoncer des choses concrètes. Voilà. Bon, c'est une bonne nouvelle. Et Anne, pour toi, est-ce que tu as déjà une visibilité post The Ocean Race? Est-ce que tu as d'autres collaborations prévues, ou est-ce que tu as envie de naviguer aussi à ton propre compte, comme tu l'as fait auparavant en mini ou en classe 40? Pour l'instant, après l'Ocean Race, j'ai pas de visibilité, mais je suis souvent habituée à ce genre de planning. Ma vie et mon métier est souvent comme ça, donc ça laisse la place à toujours de belles occasions. Je suis concentrée sur les différents travaux d'image que je vais avoir à faire en Bretagne, et puis ensuite sur le réembarquement Itajaï, et ensuite sur le tour de l'Europe. Donc ça fait déjà des bons et beaux gros morceaux. Donc je me concentre sur ça avant de regarder la suite. Et est-ce que tu aurais, toi, envie de renaviguer sur ton propre projet comme tu l'as fait auparavant? C'est vrai que quand je suis à bord, des fois, ça me démange de wincher, de régler les voiles. Je me fais mes propres réflexions ou pas. Mais ensuite, avoir mon propre projet, je sais pas. Pour l'instant, je me satisfais beaucoup des images, de la créativité, de raconter des histoires, et tout en étant en mer. Donc voilà, il faut que je me défoule un petit peu plus quand je suis à terre ou sur d'autres bateaux pour naviguer avec les copains. Mais non, je me vois pas avoir un projet tout de suite à moi à nouveau. Eh bien, très bien. Merci Anne, merci Sam. On vous souhaite une bonne troisième étape pour toi, Sam, et profitez bien aussi de Cape Town et de ses environs dans les jours à venir. On va bien évidemment continuer à suivre The Ocean Race et les belles images envoyées par les on-board reporters, qu'ils soient masculins ou féminins, parce qu'elles sont aussi nombreuses, les femmes, sur cette course. On vous souhaite une bonne fin de journée. Et nous, on se retrouve mardi prochain pour le 107e épisode de Pod Report. Merci Anne, merci Sam. Merci Axel, merci Anne. Merci Axel, et bonne soirée à tous, bonne soirée Sam. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pod Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez, en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipandshaft.com. À bientôt!